Goût de luxe Paris, le must. Et le must aujourd'hui, c'est de proposer aux maisons de luxe une communication à 360 degrés, voire plus. Paul-Emmanuel Reifers, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur du groupe Mazarine. Je rajoute président et éditeur du magazine Numéro, parce qu'on va en parler dans un instant, et propriétaire également du studio des Acacias, que vous avez racheté en 2014. Donc un lieu événementiel, surtout énormément bien sûr dédié à la photographie. Et la nouvelle exposition à partir du 2 avril autour de Guy Bourdin. Oui, alors le studio des Acacias, c'est un studio mythique qui existait avant nous, qui existe depuis 40 ans, qui a eu la chance d'accueillir les plus grands photographes du monde, que ce soit Guy Bourdin qui a shooté dedans, bien sûr Avenon, Irving Penn, donc les plus grands photographes sont venus dans cet espace pour travailler. Aujourd'hui, les studios photos ne sont plus comme avant, ça devient des lieux qui sont récupérés soit pour faire des bureaux ou autre chose. Nous, ce qu'on a décidé, c'est de reprendre le studio des Acacias et de lui donner une nouvelle identité en faisant un lieu d'art et d'expression contemporaine artistique. C'est-à-dire que c'est pas simplement de la photo, ça accueille aussi les artistes contemporains. Donc lorsque nous créons des expositions, ce sont des photographes, mais qui peuvent être considérés comme des artistes, c'est-à-dire qu'ils ont passé le seuil d'être simplement un grand photographe, ça devient des artistes, au même sens qu'un artiste d'art contemporain. Mais pourquoi vous avez acquis le studio des Acacias? Vous-même, vous êtes collectionneur. Oui, d'abord, on est collectionneur, mais quand on acquiert, ce qui est intéressant dans une entreprise, c'est qu'on ne fait pas tout de façon stratégique, sinon ça serait trop facile. En fait, c'est des opportunités, c'est des rencontres, et puis le puzzle se met en place et les choses se font dans une dynamique. On sent les choses. Le studio des Acacias était à côté de nos bureaux, près de l'Étoile, et on passait régulièrement devant. Il était abandonné, ce studio. Personne n'y allait, mais c'est un endroit magnifique extérieurement, un ancien atelier ou une usine transformée en atelier d'artistes dans les années 60 et qui était un peu à l'abandon. Après des années de recherche, ça nous a pris 4-5 ans, parce que c'est pas la priorité non plus. On passe devant, on appelle le patron du café, on va déjeuner, on se ça, vous avez quand même insisté un petit peu pour le décrocher. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Dans tout, il faut quand même être... Mais comme c'est pas une priorité, c'est pas tous les jours. Et un jour, un coup de téléphone tombe et on nous dit, voilà, on voudrait vous faire rencontrer M. Jacobetti, qui est le propriétaire, qui lui est un grand photographe aussi, et qui aimerait... Qui se pose la question de savoir ce qu'il peut faire de cet endroit-là. Donc ça nous a pris beaucoup de temps, une relation d'amitié, et on a pu racheter cet espace-là. Donc vous dites que c'est pas stratégique. Non, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui en tant que président du groupe Mazarine? Alors, quand je dis que c'est pas stratégique, c'est qu'au début, les choses doivent avoir un sens. Donc ce qui est important dans une entreprise, c'est de créer du sens dans tout ce que l'on fait. Donc on se dit pas, quand on est une agence de communication, on va acheter un studio photo. Parce qu'on sait que c'est une perte de temps. Mais à un moment, vous sentez qu'il faut faire des choses un peu différentes. Et puis il faut faire ce qu'on aime aussi. Et ce studio, au début, on l'a pris donc pour faire des bureaux. On s'est dit, voilà, c'est un sublime espace, on va faire un endroit magnifique pour accueillir nos collaborateurs événementiels. Mais pour inaugurer ces bureaux, on a fait venir un grand artiste qui s'appelait Mark Hanforth, un artiste américain, et on a fait une exposition magique. À la fin de cette exposition, quand on a fermé l'exposition, on a décidé de remettre les bureaux, et là, nos clients nous ont appelés, ou des amis, des prescripteurs, on a dit, tu vas quand même pas mettre des bureaux là. Même nos collaborateurs se sont dit, vous n'allez pas mettre des bureaux dans cet endroit-là. On est gêné de travailler dans un endroit aussi magnifique. Donc, faisons un espace, qu'est-ce qu'on peut faire? Faisons un espace d'art. Donc on a transformé quelque chose qu'on avait envie de faire en nous, en disant voilà, on va faire un lieu d'exposition. Ça va nous permettre d'abord d'accueillir des artistes, de créer des événements internes, externes, même par rapport à nos clients, mais aussi par rapport à nos collaborateurs, et de créer une relation différente à l'extérieur. Est-ce que ça peut avoir, alors bien sûr on n'est pas sur le même business model, mais est-ce que ça peut avoir la même utilité qu'une fondation en finance? Puisqu'on me disait, vous êtes aussi collectionneur, vous avez déjà fait entrer l'art dans vos bureaux chez Mazarine. Alors en fait, c'est la fondation, parce qu'au début, lorsqu'on m'avait posé la question, pourquoi faites-vous pas une fondation? Il y a un côté très vieillot, très poussiéreux, et on se dit fondation, ça fait statutaire. Mettre fondation, c'est-à-dire on a réussi, on a une entreprise qui marche, qui fait du chiffre d'affaires, etc. Et donc, en fait, on fonctionne comme une fondation, puisqu'on anime le lieu avec des artistes, on acquiert des œuvres pour dedans, on finance des expositions, donc tout est financé par nous-mêmes, donc tout est gratuit. Vous êtes mécène. Voilà, on est mécène sur le public. Et puis après, on s'est dit finalement, ça coûte beaucoup d'argent, c'est bien, et on comprend que le mot fondation, c'est une façon peut-être d'aider le financement à l'art. Donc pourquoi pas devenir un jour une fondation? C'est plutôt technique que sur la forme, parce que sur la forme, on fonctionne comme une fondation. Donc ça c'est le studio des Acacias. Donc on note à partir du 2 avril, nouvelle exposition Guy Bourdin. Je précise que c'est une exposition muséale. Donc ça veut dire qu'on a collecté plus de 150 œuvres dans le monde entier, qu'on a une curatrice qui s'occupe de ça, et que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas une exposition à Paris sur Guy Bourdin, qui est le plus grand photographe des années 60-70.
de la mode et du surréalisme. Et c'est ouvert au public et c'est gratuit, bien évidemment. Et voilà, et c'est important de le préciser. Ça, c'est une partie, donc on l'a bien compris, une de vos casquettes, j'ai envie de dire presque, Paul-Emmanuel Reifers. Parce qu'à côté, bien sûr, il y a le groupe Mazarine. C'est 7 filiales, quand même, au fil des années, depuis que vous l'avez créé en 93, et au fil de l'évolution de la société et des besoins des marques, vous êtes spécialisé dans le luxe et puis ouvert au digital. Et donc, qu'est-ce que ça donne si on prend deux actualités, par exemple? Ça donne avec Jean-Paul Gaultier, par exemple, aujourd'hui, quand il repart sur le parfum, grosse campagne de communication. Là, on fait. Est-ce qu'on parle encore de campagne à 360 degrés? Non, c'est déjà dépassé, ça. En fait, le 360 degrés, c'est quelque chose qui a été inventé, enfin, qui a été trouvé il y a 10 ans, parce que depuis 10 ans, on nous dit, toutes les agences se disent, il faut faire du 360 degrés. C'est ça. Ça, c'est la tarte à la crème. Alors, dès qu'on a 3 agences ou 4 agences dans un métier, on vous dit, il fait du 360 degrés. Ça se passe pas tout à fait comme ça. En fait, d'abord, moi, je n'ai pas plusieurs casquettes. C'est pas parce qu'on a plusieurs agences, plusieurs métiers qu'il y a plusieurs casquettes. Il y a un fil conducteur. C'est très important d'avoir un fil conducteur, que tout se rejoigne. Le temps passé à faire quelque chose, finalement, contribue au reste. Donc, parce que plusieurs casquettes, c'est commercial. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez, choisissez. Non, ça se passe pas comme ça. Je pense que tous les métiers se complètent depuis le début. La problématique, c'est que le 360 degrés, c'est pas vous qui le décidez, c'est les clients qui le décident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos clients, notamment dans le luxe, sont des experts de luxe. Ils sont très très formés, ils sont très pointus, ils sont créatifs, ils sont très forts. Donc ils veulent avoir les meilleurs dans chaque métier en face d'eux. Donc vous ne pouvez pas arriver et dire à un client, je vais tout te faire à 360. Déjà, il va se dire, qu'est-ce que je fais de mes équipes, à quoi je sers. Donc en fait, nous, notre métier, c'est de trouver les meilleurs par métier, les meilleurs, et de les proposer, et de faire cette offre de service et de création par rapport à nos clients. Les meilleurs en événementiel, les meilleurs en digital, les meilleurs en publicité, les meilleurs en édition. Et ils sont habitués à avoir des gens qui pensent métier. Sauf que depuis 2 ans, 3 ans, le métier bouge, notamment avec le digital, tout ce qui est lié au digital, parce que on ne peut plus faire simplement de la publicité. Vous-même ici, vous faites des réseaux sociaux. C'est comme si on disait on fait que de la télé. On est multicanal, donc il faut proposer une offre d'images et de services qui soit partout. De cette offre, non pas à 360, mais en tout cas digital et publicitaire. Et donc c'est naturellement eux qui viennent vers vous. Et comme nous, on a déjà formé ces équipes par métier, mais de façon séparée, il faut juste trouver le lien pour qu'elles fonctionnent ensemble. Donc après, la magie, c'est dire comment je fais travailler des gens brillants entre eux, spécialistes par métier, qui ne l'ont jamais fait, dans un esprit d'équipe et dynamique, et qui soient créateurs de valeur pour le client. La factory de Jean-Paul Gaultier, alors ça donne quoi? La factory, c'est extraordinaire parce que vous avez il se trouve qu'on a des équipes, mes associés en publicité, Mazarine, Mademoiselle Noy, sont les meilleurs. C'est un trio. Ça, vous les avez rachetés au fil des ans, hein, vous avez on rachète des gens, on s'associe avec des gens. Parce que c'est un métier d'homme, donc c'est un échange commun. C'est pas je vous achète. Vous les mettez sous un parapluie commun, en fait. Voilà, on les met sous un parapluie, on partage des valeurs communes de management, des valeurs communes de marque, et surtout, chacun doit trouver une forme d'autonomie, de travail et de création dont chacun est complémentaire, pour éviter toutes les luttes, tout ce qu'on peut. Parce que nous, on met tout le monde ensemble. Ici, la force de Mazarine, c'est pas des agences réparties dans tout Paris, c'est le maximum de personnes tous ensemble. Donc vous avez 350 personnes Là, on a des problématiques, on a 250 personnes en plateau et on cherche les bouts d'immeubles pour s'agrandir. Voilà. Alors à la fin, on doit passer des caps et trouver évoluer. C'est pour ça que le studio des Acacias devient un lien fédérateur, parce que c'est un lieu où on se réunit, où on se trouve lorsqu'on n'a pas la chance d'être sur les mêmes sites. Voilà. Donc ça, c'est pour la factory, c'est pour Jean-Paul Gaultier. Et puis l'autre partie aussi, c'est que désormais, vous êtes aussi sur les défilés, après avoir acheté la mode en image. Donc pendant la Fashion Week, c'est un gros moment aussi pour vous. Vous avez quelques clients. Alors cette année, on ne va pas forcément parler justement de mode, puisqu'au moment de la Fashion Week, vous lancez une marque d'émeraude. Oui, alors ce qui est assez exceptionnel, et c'est ça aussi, on revient le 360, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, comme le monde devient international, qu'il y a une communication globale, les marques prennent de plus en plus d'importance. Avoir une marque, aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que ça peut être mondial. Et créer une marque de zéro, c'est très très compliqué. Créer une marque de mode, ça prend beaucoup de temps, il faut un créateur, il faut un produit, on part de zéro. Là, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, c'est un producteur d'émeraude, une mine qui a les plus belles émeraudes du monde. Les professionnels le savent. L'émeraude qui vient de Museau en Colombie est la plus belle émeraude au monde, la plus profonde. Elle a une qualité de verre différente des autres émeraudes. Et l'idée assez géniale de ces propriétaires, c'est de se dire on va créer et on va faire savoir qu'on a une marque, qu'il y a une marque dans l'émeraude, pour que tout le monde, même le grand public, lorsqu'elle achète une pierre ou va chez son jouet, décide d'avoir l'émeraude Museau. Et donc là,
il a fait appel à nous pour faire une communication globale. On a commencé de zéro, la création du logo, l'identité, les campagnes de publicité que vous voyez maintenant, le digital, l'événementiel, le lancement à Bâle vendredi prochain. Ah oui, lancement à Bâle, mais n'empêche, il y a eu une présentation pendant la Fashion Week à Paris. Vous êtes éminemment parisien, Paul-Emmanuel Reifers, c'est-à-dire que vous êtes une référence en matière de luxe. Est-ce que la place de Paris, justement, est encore une référence pour tous ces clients, selon vous, en matière de lancement de marques de luxe? Alors, on ne va pas faire du bashing Paris, parce que mais en fait, il faut aussi ouvrir les yeux. Paris, c'est une place extraordinaire. Il y a un actif fantastique qu'on ne va pas pouvoir gommer du jour au lendemain. Donc Paris, c'est une place numéro 1 dans le luxe, ne serait-ce que par l'architecture, la beauté de Paris, la qualité de tout ce qu'on trouve à Paris, de création, de boutiques, de restaurants, etc. Il y a des périodes, comme en ce moment, qui sont un peu plus difficiles, parce qu'on a un moment de l'histoire, en tout cas parisienne, avec tout ce qui se passe, où c'est vrai qu'il peut y avoir un petit frein international à venir à Paris. Mais il y a tellement de potentiel à Paris qu'on ne peut pas ne pas venir à Paris pour présenter une marque notamment de joaillerie, parce qu'en dehors de tout ça, pour la même raison que sur la mode, la place Vendôme est unique au monde, et donc c'est à Paris qu'on a quand même les plus grands joailliers au monde, parce qu'il y a les plus beaux ateliers du monde, le plus grand savoir-faire aujourd'hui. Donc c'est essentiel de commencer à Paris. Pour vous, le business est difficile en ce moment, Paul-Emmanuel Reifers? Je crois que le business est difficile pour tout le monde. Mais je pense que quand le business est difficile, c'est les plus petits, les plus souples qui réussissent, ou ceux qui investissent le plus, qui ont la plus belle marque, qui font l'écart. Voilà. Je pense qu'être au milieu du gué, c'est très compliqué. Quand on était tout petit, moi j'ai commencé en pleine crise en 92, en guerre du Golfe, on me disait c'est impossible de monter une agence. Donc j'ai commencé tout petit, très souple, en m'adaptant à tout. Maintenant, quand on est 350, c'est différent. Il faut investir sur la marque, faire beaucoup de choses, studio des Acacias, créer des expositions, montrer qu'on n'a pas peur et qu'on y va, pour rassurer justement vos clients. Le fait d'être présent en Asie depuis pas mal de temps désormais, vous avez une vraie marque Mazarine Asia-Pacifique. Désormais, vous avez une grande partie de vos collaborateurs qui sont là-bas aussi. Est-ce que c'est un atout? Je dis que vous aviez énormément misé sur la Chine. On sait aussi que c'est un peu plus compliqué. Comment vous gérez? Alors d'abord, de toute façon, c'est même pas un atout, on n'a pas le choix. Si vous n'êtes pas en Chine, on ne peut plus travailler en Chine aujourd'hui. D'autant plus maintenant avec ce qui se passe avec un gouvernement qui est pro-chinois et qui veut faire travailler toutes les entreprises internes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas travailler en Chine en facturant à partir de la France avec des équipes françaises. Et ça, c'est un sentiment qui était de plus en plus profond dans les 5 dernières années, ce qui a été la raison pour laquelle on s'est installé en Chine, ne serait-ce que pour accompagner les marques européennes. C'est-à-dire qu'en gros, un CIO d'une marque française, anglaise en Chine doit travailler ou impose de travailler avec une agence qui est implantée en Chine. Donc on n'a pas le choix. C'est la mondialisation. Pour les mêmes raisons en Chine, ce n'est pas parce que c'est difficile maintenant que demain ça ne va pas s'améliorer. C'est un grand pays avec des consommateurs, avec un nombre de consommateurs extraordinaires. Donc il y a une petite pause, mais ça fonctionne quand même. Et sauf que maintenant, du coup, vous regardez outre-Atlantique, parce que là, ça reprend pas mal. C'est une entreprise, on s'adapte. Et c'est important aussi d'avoir des projets. On n'est pas là aux États-Unis, on est présent aux États-Unis de façon légère, mais les 5 dernières années, on n'a pas beaucoup investi sur les États-Unis parce qu'il y avait aussi un marché aux États-Unis qui était compliqué. Ça se développait pas beaucoup. Et là, il y a un boom aux États-Unis. Donc forcément, quand sur un continent ça baisse et que ça s'accélère sur l'autre, il est important, il faut être opportuniste et stratégique. C'est le moment de s'implanter aux États-Unis et de développer de plus en plus de marques de mode, même françaises, choisissent de défiler en Chine à un moment. On a vu. C'est à quelle échéance les États-Unis, là, vous pensez? Dans l'année. Un an à partir d'aujourd'hui, c'est un projet, on en recherche. Mais on a déjà organisé avec la mode en image le défilé de Givenchy à New York en septembre dernier. Digital, publicité, social media, événementiel, fashion show, culture, là c'est j'égrène les savoir-faire de Mazarine Group. Vous dites que vous pouvez aller encore plus loin et vous devez aller encore plus loin, ce que vous nous expliquez depuis tout à l'heure, Paul-Emmanuel Reifers. Vous disiez dans vos projets, carrément, pourquoi ne pas aller dans le retail et l'aménagement de boutiques? C'est une drôle d'idée par rapport à tout ce que vous nous racontez, alors que vous étiez précurseur quand même sur le digital. Alors, c'est une très bonne question. On me l'a posé. J'ai déjeuné avec un confrère il y a 2 jours et qui m'a dit mais pourquoi tu vas pas dans le retail, le design, l'aménagement de boutique? Je pense que c'est un axe de développement sur lequel on réfléchit, qui n'était pas prioritaire pour nous parce que la priorité c'est le digital. Aujourd'hui, construire le digital, il ne faut pas rater une année, donc il faut continuer à investir. Mais c'est vrai qu'on pourrait s'intéresser
au retail, à l'aménagement de boutique. Ça fait partie des choses que l'on pourrait faire. Le marketing expérientiel. Le marketing expérientiel, parce que d'autant plus que maintenant, dans le marketing des boutiques, le développement des lieux de point de vente, le digital commence à devenir aussi très important. Donc finalement, c'est l'omnicanal. Ce serait rajouter finalement une pierre à votre édifice. Voilà, exactement. Mais les choses doivent se faire avec le temps. C'est un groupe aussi indépendant qui se construit, qui a besoin aussi d'avoir une sécurité, parce que ce qui est important aussi, c'est par rapport à tous nos collaborateurs, c'est de montrer que c'est un groupe qui est sérieux depuis 20 ans. Dans la communication, vous savez qu'on peut tout avoir, et donc on fait étape par étape, mais ça pourrait être une opportunité de développement importante, c'est vrai. Et alors le magazine Numéro, c'est vrai que parfois les gens se sont demandé si c'était pas un petit peu une danseuse pour vous quand vous l'avez racheté, parce que vous êtes désormais éditeur de ce magazine, mais finalement par rapport à ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, pour Emmanuel Reiffers, c'est dans la logique, ça va avec la culture, c'est un média comme un autre. En fait, on se pose soi-même, quand on a le magazine Numéro et on vous appelle un matin, on vous dit Paul, ça nous intéresserait de te voir parce que je connaissais Numéro avant et on comprend quand même proposer de le racheter, on se dit mais est-ce que c'est une danseuse parce qu'on ne veut pas se laisser emporter par l'affect. La presse, c'est quand même pas ce qui marche le mieux en ce moment. Et après, quand vous en parlez autour de vous, on vous dit mais t'es fou, la presse, comment peux-tu gagner même 1 euro dessus, c'est une danseuse. Et en fait, c'est un peu comme sur des acacias, on sent qu'on peut aller vers quelque chose et que ça va apporter beaucoup. Alors, à un moment donné, il ne faut pas trop réfléchir, parce que quand on réfléchit beaucoup, c'est un peu comme vous montez une boîte, si vous commencez à faire un business plan, vous ne la montez même plus. Vous faites des business plans, ça rassure, mais en fait, vous ne les tenez pas, parce que c'est impossible d'écrire l'histoire. Et en fait, c'est ce qui est en train de quand j'ai pris Numéro, c'est une marque. Moi, je crois aux marques. Je dis dans la presse, il y a des marques, donc tout n'est pas foutu dans la presse. Puisqu'il y a des marques extraordinaires, parce que ça a été porté par d'abord une diffusion, par un contenu, par des gens qui travaillent dedans, qui apportent quelque chose. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné, l'équation financière n'est pas bonne qu'il n'y a pas de valeur. Donc c'est quoi l'équation financière? C'est quoi l'équation qui fait qu'on peut équilibrer? Eh bien, c'est de tendre la marque. Et aujourd'hui, on voit que tous les groupes de presse, je ne sais pas pour arrêter, vont vers le service ou ne font plus simplement. Bien sûr, ils font beaucoup d'événementiels, mais on voit aussi que les groupes de presse, c'était encore l'actualité hier, coupent encore dans les effectifs. Ils coupent dans les effectifs. Bon, nous, on avait des effectifs, on n'en avait pas énormément, je ne pouvais pas trop couper. Voilà. Alors, moi, je m'aperçois que depuis qu'on a pris Numéro, d'abord, ça nous donne une dimension créative qui n'a rien à voir. On est perçu, d'abord on apprend beaucoup de choses, on est en permanence avec les meilleurs photographes, en permanence avec les meilleurs artistes, parce que Numéro c'est un magazine bien évidemment de mode, mais d'art contemporain et de photos. Donc on est stimulé. Pour le faire évoluer, il faut s'investir énormément. Donc ça retombe sur tout le groupe de communication. Vous perdez de l'argent encore aujourd'hui avec? On n'en perd pas, on n'en gagne pas, mais on n'en perd pas. Non, perdre de l'argent, c'est jamais très bon. Hein. Ouais, c'est pas un bon truc. Quand on perd de l'argent, c'est qu'il y a un souci, c'est quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas s'entêter. On dit aussi quand ça va mal, justement, il faut foncer, il faut être créatif, il faut voir faire des acquisitions. Est-ce que vous avez en tête, est-ce que vous avez des envies, des idées? Est-ce que s'il se passe quelque chose, Emmanuel Reiffers, vous pourriez faire une nouvelle acquisition? Complètement. Moi, je suis totalement dans cette. C'est comme ça qu'on a créé Mazarine. C'est que d'abord on l'a créé quand ça allait mal, et c'est quand ça va mal. Je ne dis pas qu'on fait les meilleures affaires, qu'on a des opportunités qui se font. Quand tout va bien, tout est compliqué. Tout le monde veut beaucoup, tout le monde va dans tous les sens. Comme le marché de l'immobilier. En plus, on court après, et c'est pas intelligent. Quand tout va mal, vous devez prendre les bonnes décisions. Ça va mal, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est stratégique pour moi? Qu'est-ce qu'on doit acheter? Et là, vous prenez les bonnes décisions, vous avez des opportunités et vous réfléchissez intelligemment. C'est très compliqué de courir après le succès. C'est mieux quand c'est. Donc finalement, la crise, c'est très très bon. Qu'est-ce que vous pourriez acheter? Quand tout va mal, c'est plus simple d'acheter d'abord en France, parce que aux États-Unis, quand vous êtes loin, il faut acheter quelque chose qui marche. Là, c'est l'inverse, parce que vous êtes quand même loin, donc c'est autre chose. Et vous pouvez trouver des agences, des grosses agences qui à un moment ont des soucis, ou qui ont besoin d'avoir une nouvelle dynamique. Quand tout va mal, vous avez des jeunes qui créent leur agence, qui ont besoin d'une nouvelle dynamique, qui ont besoin d'un encadrement. Donc vous pouvez accompagner des développements d'agences autour de vous, qui cherchent un soutien et qui sont prêts à être sous une ombrelle et partager avec nous les mêmes valeurs et le même savoir-faire et le même état d'esprit. L'état d'esprit est très important aussi. Vous ferez une annonce bientôt? On ne va pas faire d'annonce maintenant parce qu'on n'a pas trouvé, mais on cherche en fait. Voilà, on saura à quelle porte venir frapper. Allez, notre petit questionnaire sur Paris. Goût de luxe Paris, Paris en question. Paul-Emmanuel Reiffers, justement, quel est votre plus grand luxe à Paris? De me balader sur la Seine, de faire mes rendez-vous, parce que j'ai la chance de faire entre le Marais et l'Étoile, donc de prendre régulièrement les bords de Seine, et ça c'est extraordinaire, parce que je crois que la Seine, l'eau au milieu d'une ville, c'est exceptionnel. Est-ce que vous avez le temps d'arpenter un peu les librairies? Est-ce que vous avez une librairie de prédilection? Librairie Setel et Galliani. Et voilà, deux belles librairies, oui, très précis. Qu'est-ce qui vous agace dans la capitale?
Ce qui m'agace dans la capitale, je dirais plutôt, c'est l'état d'esprit morose français, plutôt. Ouais. On est dans une capitale mondiale qui est très important dans le monde et on ne sent pas une dynamique d'état d'esprit et ça c'est agaçant. Et vous pensez qu'il est là, Je pense que la dynamique je pense qu'on a tout et comme dans toute personne, il suffit d'un rien pour basculer. Donc il suffit, voilà, le tempo, vous savez, c'est comme un collaborateur, un ami qui va mal, si vous trouvez le bon angle, tout d'un coup il peut voir le verre d'une autre façon. En attendant, on pourra aller à partir du 2 avril découvrir au studio des Acacias Guy Bourdin, The Portraits. Paul-Emmanuel Riefers, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, merci. Allez, restez avec nous. Goodux Paris continue. Dans un instant, peut-être une marque qui fera appel à vous très prochainement. Une très belle marque de prêt-à-porter qui a grandi depuis le sud de la France. C'est Sessoun. À tout de suite.